Je vais donc commencer cette intervention en fait, qui va s'organiser, comme vous le voyez, autour d'une table ronde, alors qui n'a de rond évidemment que le nom, vous l'aurez compris immédiatement. Et je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce colloque, Madame Sabrina Lenormand-Caillère et Monsieur le professeur Hoang, pour nous avoir conviés tous les quatre à cette manifestation. Alors l'objet de notre table ronde va porter donc sur la fraude et la pratique des affaires, un vaste sujet, comme on peut s'en douter, que j'aurai le plaisir de partager avec nos invités. Alors nos invités sont Monsieur Hervé Robert, à ma gauche, qui est vice-président chargé d'instruction à la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, Maître Georges Théboul, avocat membre du Conseil national des barreaux, et puis Maître Reinhard Daman, qui est avocat également à Paris. Alors on pourrait s'étonner d'associer d'emblée fraude et pratique des affaires. Je sais que cela va faire réagir Maître Théboul, mais la fraude, bien évidemment, n'est pas l'apanage des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur importance. Chacun, à son niveau, peut être fraudeur, tel un particulier qui oublie bien involontairement, bien sûr, de déclarer tout ou partie de ses revenus. N'y voyez aucune allusion à une actualité récente. Cependant, force est de reconnaître que dans le monde de l'entreprise, le risque de fraude a augmenté avec la crise qui sévit depuis 2008. Les enquêtes qui ont été faites sur le terrain par de grands cabinets d'audit montrent que la fraude financière, notamment, est largement répandue sous ces trois principales déclinaisons que sont les détournements d'actifs, la corruption et l'établissement d'états financiers frauduleux. Mais la fraude qui peut se rencontrer dans le monde des affaires n'est pas que financière ou fiscale. Elle touche aussi parfois à l'utilisation du patrimoine ou à la protection du patrimoine. Cette fraude vise alors à instrumentaliser le patrimoine. Il en va ainsi de certains mécanismes juridiques qui peuvent être utilisés à contretemps pour échapper à ses créanciers ou diminuer leurs droits sur le patrimoine d'un débiteur défaillant. On pense bien sûr à la déclaration d'insaisissabilité qui a été déjà largement évoquée tout au long de cette journée. Nous en reparlerons un petit peu quand même. On pense également, bien sûr, à d'autres mécanismes tels que la fiducie, qui a été introduite dans notre Code civil par une loi du 19 février 2007 et qui permet, en droit français, de remplir deux fonctions principales, la gestion, on parle de fiducie-gestion, et la garantie, on parle alors de fiducie-sûreté. S'agissant de cette dernière forme de fiducie, les risques de fraude, bien évidemment, existent également. Nous aurons certainement l'occasion d'en toucher quelques mots avec Maître Daman. Enfin, il y a aujourd'hui un pan important de cette fraude qui concerne la criminalité organisée, pour laquelle la constitution d'un patrimoine devient un objectif. Dès lors, on peut affirmer que pour ce crime organisé, le patrimoine est également instrumentalisé dans la mesure où il devient le moyen de placer les produits d'une activité illicite. Toutes les professions juridiques indépendantes sont bien évidemment confrontées à cette problématique de blanchiment des capitaux, à des degrés divers, bien entendu. Sur ce point particulier, l'avis de M. Robert est évidemment très attendu. Alors, messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet, avec peut-être une première question pour Maître Théboul. L'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui a été complétée par un décret du 30 juin 2014, a apporté des modifications, comme on l'a vu, en matière de déclaration d'insaisissabilité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, effectivement, ces modifications ? En réalité, ça va être très rapide, puisque le sujet a été traité rapidement tout à l'heure, et très bien. Donc, je voulais remercier à mon tour les organisateurs pour ce très beau colloque avec de très belles interventions, dont celle qui parlait de la déclaration d'insaisissabilité. Je vais donc être très rapide. Pour vous donner la vision d'un praticien,
On sait ce que c'est la déclaration d'insaisissabilité. C'est un de ces textes innombrables qui existent pour des raisons politiques. Et en réalité, malheureusement, notre droit économique est de plus en plus fait par des politiques. Auparavant, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, l'économie est entrée dans la vie quotidienne. Et du coup, elle est devenue l'affaire de tous, même de ceux qui n'y comprennent rien. Je ne dis pas que les politiques n'y comprennent rien, mais on pourrait être parfois tenté de le penser. Parce que s'il y a une chose qui est dramatique, c'est l'insécurité juridique. Et lorsque l'on fait une loi pour faire plaisir au peuple, ou du moins parce qu'on croit lui faire plaisir, on change souvent d'avis, car le peuple est versatile, et on crée une insécurité juridique par des textes qui s'empilent, qui se contredisent, qui sont de plus en plus souvent mal faits, de plus en plus souvent inintelligibles, et on complique le travail de la jurisprudence qui procède pas à pas, brique par brique, ce qui est de plus en plus mis à bas par ces pratiques. La déclaration d'insaisissabilité ne fait pas exception à ce que je dis. Elle part d'une idée noble et en apparence simple, d'ailleurs tellement simple qu'elle a fait hurler beaucoup de professeurs de droit, je vais y venir rapidement. L'idée, c'est de dire, eh bien, le patrimoine personnel, en l'occurrence la résidence principale, il faut le protéger, mettons ça à l'abri, dans un petit coin, on va aller voir un notaire, et on dit, un peu comme dans le mystère de la Grande Pyramide de Black et Mortimer, par Horus demeure, c'est-à-dire le talisman de l'insaisissabilité. C'est une espèce d'abracadabra. Et on se croit protégé, comme dans le IRL, autre outil infirme des politiques, espèce d'usine à gaz construite aux grandes dames de la chancellerie. Et puis, je pourrais faire la liste, ça serait encore bien long. Et on arrive à quelque chose qui ressemble à la politique de Gribouille. Lisez les hurlements de Françoise Pérochon. Lisez les hurlements, il paraît qu'il a été plus modéré ce matin, de Philippe Roussel-Gall. Et puis voilà, je dis lire des hurlements, parce que quand on met 3 points d'exclamation, on peut les lire, les hurlements. Philippe s'en souvenait pas, je lui ai refait lire son article. Et donc, on arrive à des choses qui sont devenues très courantes. Et là, je ne rentre pas dans le détail. La doctrine hurle en disant « mais à quoi ça sert ?» Parce qu'on veut mettre à l'abri, mais en réalité, c'est les créanciers antérieurs, ce n'est pas les créanciers postérieurs, ça n'empêche rien. D'ailleurs, une décision récente de la Cour de cassation dit que ça n'empêche pas la prise d'hypothèque, ça n'empêche pas les garanties, ça n'empêche pas les dettes, ça n'empêche rien. En revanche, ça donne politiquement aux petits commerçants l'idée qu'il est à l'abri. Ça le conforte, ça le rassure dans un monde qui est devenu de plus en plus dur, comme dans la publicité, vous savez, ce monde de brutes dans lequel nous vivons. Mais ça n'est qu'une illusion subliminale politique, parce qu'on est à l'abri de rien. Quand une banque va vous demander une garantie sur votre bien, eh bien, vous la donnez, parce qu'en France, on a quand même des banques qui sont plus intelligentes que nous, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas prêter si elles ne sont pas payées. Alors, puis la notion de risque pour une banque, c'est quelque chose de bizarre. Donc, eh bien, vous avez une maison, vous la donnez en garantie. Et puis, c'est comme ça. Les hurlements, ils étaient doubles. La doctrine, je vous les épargne parce que c'est long, puis c'est un peu périmé maintenant. Et puis la jurisprudence. Car dans ce grand désordre que nous vivons, on s'aperçoit qu'il y a 2 droits qui coexistent, au moins 2. Les juges du fond et la Cour de cassation. Alors jadis, la Cour de cassation disait, voilà, je règle le problème, et puis c'est fini. Et les juges du fond disaient, d'accord. Aujourd'hui, ça a toujours un peu existé, mais ça se développe terriblement. Il y a ce qu'on appelle la résistance des juges du fond. Ils ont des mitraillettes, des bérets, ils prennent le maquis, et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'alors qu'il y a un arrêt de juin 2011 qui a réglé la question, du moins en passant, en disant la déclaration d'insaisissabilité, ça survit même en liquidation judiciaire. Je paraphrase pour aller plus vite. Eh bien, vous avez encore un arrêt de 2013 de la Cour de cassation qui vient dire la même chose parce que les juges du fond résistent.
Et comme les justiciables sont fatigués des pourvois parce que c'est long, etc., eh bien, vous avez des décisions des cours du fond. Il y a même un arrêt d'Orléans de 2008, je le cite parce que je suis Orléans, qui, lui, résistait déjà. Eh bien, voilà, on a deux systèmes qui coexistent. Tout ça est très intéressant, tout ça est très pratique à gérer. Et on arrive au décret de 2014, qui a donné lieu à un bel article de Philippe Roussel-Gall dans la revue des procédures collectives de juillet-août, que Daniel Tricot a dû lire en septembre. Comme moi. Voilà. Et en fait, c'est très simple. Alors que tout le monde disait, d'une manière un peu, comment dirais-je, j'allais dire universitaire, mais je ne peux pas dire ça ici, comment dirais-je, un peu tatillonne, peut-être qu'on pouvait imaginer des déclarations d'insaisissabilité. Moi, j'adore ça. Non, j'aime bien la provoque, vous le savez. On pouvait imaginer des déclarations d'insaisissabilité quelques jours avant de déposer le bilan, des espèces de pervers polymorphes, inconscients, qui veulent absolument faire des copies des copies d'université. Bon, ça n'existe pas. Voilà, les gens ne sont pas si bêtes dans la vie. Voilà, et c'est pour ça qu'on peut envisager toutes les hypothèses, les déclarations d'insaisissabilité, avec ces gens qui font ça, il n'y en a pas. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce que ça veut dire en général. Les gens, ils ne connaissent pas les déclarations d'insaisissabilité. Je suis désolé de vous l'apprendre. Les universitaires connaissent. Et vous voyez même des avocats, vous leur dites qu'il y a une déclaration d'insaisissabilité. Ils disent, c'est quoi ça? Ça date de 2008, ça a été rectifié en 2013. Lisez le code Dallos comme moi, mais je ne vais pas vous infliger la lecture parce qu'on n'a pas le temps. Donc l'ordonnance de mars 2014, qui a été faite sur une commande de M. Montebourg, qui était contrarié de l'affaire Doux, et qui a dit « Moi, je vais exproprier les actionnaires d'une entreprise. Moi, je ne vais pas me faire imposer par le tribunal de Quimper. Donc, on va faire une loi. Faisons cette réforme. » C'est comme ça que ça marche. On a fait 1 an de concertation. Ça devait servir de paquet cadeau à l'idée de l'expropriation de l'actionnaire, parce que s'il est en difficulté, c'est qu'il est mauvais, donc il faut qu'il s'en aille. Et on a abouti à l'ordonnance merveilleuse du 12 mars 2012, où on a retrouvé tout ce qu'il y avait dans la concertation et pas les idées de M. Montebourg. C'est joli, non? Et c'est comme ça qu'on est arrivé au décret du 30 juin, qui, bien entendu, est entré en vigueur le 1er juillet, le décret du 30 juin ayant été disponible le 1er juillet. Vous imaginez les tribunaux de commerce qui devaient appliquer l'ordonnance du 12 mars au vu d'un décret qu'ils recevaient dans la journée où ça entrait en application. Car c'est comme ça que ça marche, notre droit, chers amis. C'est devenu très, très, très compliqué. Alors, on ajoute un petit paragraphe qui faisait taire Françoise Pérochon, Mainjuc et les autres, et qui disait « Si c'est fait pendant la période suspecte, eh bien, c'est nul. » Et puis voilà. Et il a fallu attendre, et c'est réglé, plus rien à dire. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, le ton est donné, hein, vous l'aurez remarqué. Bon, on va essayer effectivement de poursuivre peut-être avec Maître Daman. Alors, Maître Daman, vous intervenez régulièrement sur le thème de la fiducie sûreté. Alors, nous avons ici devant nous évidemment des praticiens confirmés, des universitaires bien sûr qui connaissent cette question parfaitement, mais nous avons également beaucoup d'étudiants qui nous font le plaisir d'être présents. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, bien sûr, en quoi consiste ce mécanisme de la fiducie sûreté? Alors, Georges Teboul a donné le temps. Qu'est-ce que c'est la fiducie sûreté? La fiducie sûreté, pour moi, c'est la revanche gagnée de Bercy sur la chancellerie. Il faut savoir que dans l'ordonnance de 2006, la chancellerie a remporté l'ensemble des arbitrages devant le Premier ministre, et puis l'ordonnance de la réforme des sûretés était décevante pour Bercy, puisque en réalité la clause de Vaparé n'a pas été retenue. Certes, on a introduit le pacte commissoire en le généralisant, on a renforcé un certain nombre de sûretés, mais en réalité, on a subordonné les sûretés par rapport à la procédure collective. On a affirmé un grand principe, c'est que les procédures collectives doivent emporter toujours sur le droit des sûretés.
et que la commission Grimaldi n'avait pas le droit de harmoniser procédures collectives et sûreté, et que c'est l'impérium des procédures collectives qui remporte sur les sûretés. Et donc, l'histoire de l'introduction de la fiducie dans une nuit d'assemblée sans grand débat en février 2007, c'est la revanche de Bercy qui passe en force et qui introduit la fiducie sûreté. Pour prendre sa revanche, parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'idée derrière? Vous prenez les bordereaux d'AI, vous cédez des créances à titre de garantie, et puis dès que vous avez votre débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective, vous notifiez la cession des créances à titre de garantie, et puis vous vous faites payer. Et votre sûreté est totalement immunisée face à la procédure collective. Vous pouvez réaliser immédiatement. Et donc, vous avez la possibilité de faire jouer votre sûreté dès l'ouverture de la procédure collective. Et deuxième élément, vous êtes seul, vous avez la propriété exclusivité, ce que vous recherchez. Donc, vous avez également, vous ne partagez avec personne. Vous êtes dans un monde extrêmement égoïste et vous court-circuitez les procédures collectives. Voilà l'objectif de l'introduction de la fiducie sûreté en 2007. Et puis, finalement, le balancier est allé un peu de l'autre côté. On a essayé de, en quelque sorte, harmoniser un peu les procédures collectives par rapport aux sûretés pour essayer de dire, voilà, que lorsqu'on affecte à titre de garantie, on transfère dans un patrimoine fiduciaire un actif, un bien meuble, un bien immeuble, des créances, que sais-je d'autre, eh bien, on va avoir donc une immunité uniquement lorsque le bien ne fait pas l'objet d'un contrat de mise à disposition. Qu'est-ce que c'est le contrat de mise à disposition? Le débiteur a besoin de ces machines pour faire tourner l'entreprise, a besoin des immeubles qu'il occupe parce que c'est l'usine. Eh bien, lorsque la fiducie porte sur des actifs qui sont indispensables à la poursuite de l'entreprise, il y a un contrat de mise à disposition. Et à ce moment-là, la loi décide qu'on ne peut pas réaliser la fiducie sûreté comme on réalise le DAI, parce que ça porte sur des actifs qui sont utiles, indispensables pour l'entreprise. Et à ce moment-là, le créancier qui bénéficie de la fiducie sûreté est prié d'attendre la fin de la procédure d'observation, de la période d'observation, avant de pouvoir réaliser la sûreté. Et donc, en réalité, on a un monde qui est divisé en deux. La première phase de la procédure, on a les fiducies sûreté qui portent sur des actifs qui ne sont pas indispensables, les créances, les actifs qui ne font pas l'objet d'un contrat à la mise à disposition. Le créancier peut réaliser immédiatement la fiducie, il se paye exclusivement sur le résultat de la réalisation. Et puis, pendant cette première période, la fiducie qui porte sur des actifs indispensables pour la poursuite de l'entreprise, contrat de mise à disposition, eh bien, la fiducie ne peut pas jouer. Puis la deuxième phase de la procédure collective, nous sommes dans un mode liquidatif, plan de cession ou liquidation judiciaire. Je mets de côté le plan parce que si le plan en restructure, il n'y a pas de réalisation de sûreté. Mais si vous êtes dans une phase liquidative, et à ce moment-là, eh bien, la fiducie sûreté va jouer pleinement son rôle. Eh bien, on ne va pas pouvoir imposer la loi de la procédure collective face à un créancier qui bénéficie de fiducie, et donc il réalise le bien et il se paie en exclusivité. Alors, si on fait un peu de droit comparé, pourquoi vous avez la fiducie sûreté en France et pas la fiducie sûreté en Allemagne ou la fiducie sûreté en Angleterre? Le trust n'est pas utilisé en Angleterre à titre de garantie. Pourquoi? Parce que les garanties classiques sont parfaitement suffisantes. Donc, il n'y a pas besoin d'introduire une super garantie en droit anglais, puisque le chattel mortgage ou d'autres outils juridiques sont parfaitement satisfaisants pour rassurer le créancier. En Allemagne, c'est pareil. La Grundschuld, donc c'est une hypothèque en quelque sorte flottante, elle est parfaitement apte à remplir le mécanisme de sûreté. Donc, on n'a pas besoin d'une fiducie. La fiducie avec patrimoine d'affectation, c'est un truc à la française. Et donc, si on regarde, en réalité, l'introduction d'un patrimoine d'affectation n'a de sens qu'en matière de fiducie gestion. Et si vous regardez de l'autre côté, que ce soit la Suisse, que ce soit le Luxembourg, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, on utilise la fiducie à titre de fiducie gestion. Et surtout, organiser les successions, les libéralités, les donations. Et là encore, on s'affronte, parce qu'en France, on ne veut absolument pas donner la possibilité à quelqu'un d'organiser par voie de fiducie une quelconque libéralité. Elle est pénalisée, elle est nulle, elle est pénalisée lourdement fiscalement. On ne veut uniquement permettre à des personnes de faire une fiducie gestion, disons, un peu réduite. C'est tout ce qu'on veut faire en France. Alors que dans d'autres pays, il est parfaitement libre de faire une fiducie gestion comme on l'entend.
Voilà, la Treuhand, voilà, le trust. Et donc, en réalité, si on réfléchit bien, c'est un mécanisme de fractionnement de patrimoine qui est accepté dans l'ensemble des pays autour de nous, alors que la France a beaucoup de mal à accepter un fractionnement de patrimoine. C'est ça la réalité. En France, on vit avec la théorie de Auby-Hérault parce qu'on veut donner du crédit, on va permettre à des banques, à des créanciers de pouvoir réaliser ces créances sur l'ensemble des actifs d'un débiteur pour favoriser les crédits. Alors que dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en Suisse, on n'a pas ce problème-là. Parce qu'en réalité, les financiers disposent de mécanismes suffisamment précis pour se faire payer, donc ils peuvent parfaitement bien vivre avec un fractionnement de patrimoine. Si vous regardez dans l'histoire c'est quoi? Regardez la fortune de mer. Le capitaine abandonne son navire et qu'on fractionne le patrimoine. Vous avez des gens qui partent au voyage, qui réalisent comme ça une opération à risque, ils peuvent perdre leur mise. Voilà. C'est ça le capitalisme. Si vous regardez le financement de projet, c'est quoi le financement de projet? C'est un financement sans recours. Vous avez comme seul recours le cash flow qui est réalisé par l'entreprise dans un financement de projet. Et donc, ce qu'attend l'acteur économique, c'est la sécurité juridique, c'est le fractionnement et donc la possibilité de limiter et de calculer ses risques. Et c'est ça une économie moderne. Et donc, il faut permettre aux acteurs économiques de pouvoir isoler un certain nombre d'actifs, que ce soit dans un patrimoine d'affectation fiducie, que ce soit dans un trust, que ce soit dans une société ad hoc, que ce soit dans les mécanismes de filialisation. Ce qui compte aujourd'hui dans le marché en France, ce qui n'est pas réalisé totalement, c'est la possibilité de préserver la personnalité morale, donc le patrimoine d'une opération en question, et de dire aux acteurs économiques, voilà ce que vous risquez lorsque vous investissez en France. Et le drame que nous vivons aujourd'hui, on va en parler peut-être tout à l'heure, le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que les acteurs économiques, surtout étrangers, qui veulent investir en France, sont tout à fait ahuris à l'idée de devoir remettre au pot et d'avoir une insécurité juridique lorsque les affaires tournent mal et que lorsqu'on doit constater qu'il y a un échec, où il faut restructurer et ils ne savent pas les risques et les coûts qui sont associés à une telle opération. Et donc, la réalité aujourd'hui, regardez autour de nous, ce qui se passe dans le monde industriel, vous avez des entreprises qui sont prospères à l'étranger, qui sont face à une filiale en France en difficulté, qui ne peuvent pas licencier des personnes, puisque l'appréciation du licenciement, ça se fait au niveau du groupe mondial. Et donc, la possibilité pour un groupe, j'ai des clients, qui sont prospères à l'étranger, qui ne peuvent pas licencier des personnes en France, puisque le motif économique n'est pas réalisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul moyen qui existe aujourd'hui, c'est de déposer le bilan. C'est quand même malheureux. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est uniquement la possibilité de déposer le bilan, parce que la logique commerciale, on ne peut pas continuer une activité qui est totalement déficitaire, et qu'il faut en tirer les conséquences. Voilà. Et donc je pense que le vrai débat aujourd'hui, je pense sur lequel il faut engager une vraie réflexion, c'est quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour, en quelque sorte, contourner les risques des investisseurs pour qu'ils puissent investir en France. Voilà ce que je voulais dire comme introduction de cette table ronde. C'était un petit peu plus, je pense, qu'une introduction. C'était déjà un beau développement. Hein. Merci, Maître Daman. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir effectivement sur quelques points, mais le temps nous est compté. Et il faut donc que je fasse effectivement participer tout le monde. Alors, Monsieur Robert, donc vous êtes magistrat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Plus particulièrement chargé effectivement des patrimoines frauduleux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte va se constituer ce patrimoine que l'on qualifiera effectivement de frauduleux? Merci Maître, bonsoir à tous. Je vais me joindre aux remerciements bien évidemment dus aux organisateurs, au professeur Wang et à Madame Lenormand pour cette invitation et pour le plaisir de revenir à Orléans, puisque on revient toujours avec plaisir où on débute sa carrière. Donc c'est un retour en quelque sorte aux sources. Maître, vous abordez cette question effectivement qui est aujourd'hui, depuis, doit-on considérer à peu près une vingtaine d'années, une préoccupation importante des juridictions répressives
et que le législateur a pris en compte progressivement, généralement d'ailleurs dans le cadre de transposition de normes européennes, ou en tout cas d'adaptation à la législation française d'instruments juridiques qui existaient déjà, enfin d'instruments procéduraux qui existaient déjà dans des législations étrangères. Un patrimoine frauduleux, qu'est-ce que c'est? C'est bien évidemment le patrimoine qui est constitué par un délinquant. Comme vous le savez, le monde n'est pas mené par beaucoup d'éléments, hein. Généralement, quand vous revenez aux éléments fondamentaux, vous avez quelques passions qui mènent les hommes, et parmi celles-ci, vous avez l'argent et l'accumulation de l'argent. Bon, donc j'enfonce là une porte ouverte, et ce qui est aujourd'hui évidemment pris totalement en compte, c'est prendre en considération qu'un certain nombre d'activités illicites, qui sont donc tenues par donc le législateur comme des infractions, que ce soit des délits ou des crimes, sont profitables. C'est-à-dire qu'elles permettent de dégager un produit, et ce produit va donc rentrer ensuite dans une constitution patrimoniale. Et ce qui pendant longtemps a été finalement omis, n'a pas été pris vraiment en considération, puisque ce que l'on voulait prendre en compte vis-à-vis de l'activité criminelle, c'était l'individu. L'agent répressif prenait en considération l'individu pour lui appliquer une peine, soit privative de liberté ou une peine pécuniaire, donc d'amende. On s'est rendu compte que ce qui importait aussi au regard de l'exemplarité de la peine, au regard du risque de récidive, c'était de prendre en considération la constitution patrimoniale, et donc d'avoir des instruments qui permettent de détecter les éléments du patrimoine illicite, donc des délinquants, et d'autre part d'avoir des instruments juridiques et de les mettre évidemment correctement en œuvre pour appréhender ces éléments donc de patrimoine, et dans un premier temps de les saisir, donc de les placer selon une vieille formule du droit d'Ancien Régime, sous main de justice, hein, c'est une formule admirable je trouve, sous main de justice, et ensuite dans une deuxième phase, au moment donc de l'éventuelle déclaration de culpabilité, de prononcer une confiscation. L'idée est très clairement que vous ne luttez efficacement contre ce type de criminel qu'en le privant de ce qu'il attend après, si j'ose dire. Généralement, vous percevez bien d'ailleurs dans la réaction que les délinquants que nous avons face à nous ont vis-à-vis des mesures conservatoires que nous prenons sur leurs éléments de patrimoine. Il y avait une espèce d'idée que, effectivement, une sorte de gentleman agreement, vous me privez de ma liberté pendant X mois, voire X années, voire X dizaines d'années, mais en tout état de cause, à ma sortie, je retrouverai mon pécule, cette terminologie pouvant recouvrir évidemment des réalités économiques très, très contrastées. Aujourd'hui, c'est bien évidemment ça que l'on ne veut pas avoir, et c'est toute cette question qui est posée. Et je pense qu'il est important que vous ayez à l'esprit qu'effectivement, tout ce qui a été décliné au cours des débats organisés par ce colloque, enfin, autour de ce colloque, eh bien, vous en avez la face noire dans l'économie criminelle. C'est-à-dire que tous les instruments que nous avons déclinés, que ce soit la question de l'organisation d'insolvabilité, que ce soit la question de l'organisation d'un patrimoine distinct en espérant éviter les mesures de confiscation, donc des méthodes de dissimulation d'actifs, de transfert d'actifs pour les soustraire autant que faire se peut, non pas seulement au fisc, hein, parce que souvent on nous explique, mais tout ça, ça a une finalité fiscale, mais ça a aussi souvent une finalité de prévention face au risque pénal. C'est bien celle-là, c'est de contrarier tous ces instruments qui sont parfois dévoyés par rapport à, évidemment, des buts qui sont illicites. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, et nous sommes parfaitement confrontés à cela, c'est que nous avons maintenant conscience, et le législateur l'a pris en compte en modifiant les règles
de ce qui relève d'abord de la confiscation avec une loi de 1997 et ensuite de 2007, pardon, et ensuite par 2 lois de 2010 et de 2012 sur les saisies. Le législateur a adapté donc la procédure française pour faire en sorte que je n'entrerai pas dans les détails sur l'ensemble des mesures de saisie pénale spéciale qui sont aujourd'hui organisées, mais qu'on soit en mesure de contrecarrer ce à quoi on peut être confronté, que ce soit au titre de la souscription de contrats d'assurance vie, de fiducie, de construction sociétaire, d'usage de sociétés, qu'elles soient de droit français ou qu'elles soient de droit étranger, avec une personnalité juridique plus ou moins dense. Voilà. Donc ça, c'est un élément évidemment important. Et ce que l'on note depuis, bien évidemment, depuis les modifications législatives et la jurisprudence d'ailleurs de la chambre criminelle qui se développe, parce qu'évidemment, les décisions, les mesures prises engendrent une jurisprudence généralement donc des chambres de l'instruction dans les cours d'appel. Ensuite, la chambre criminelle est amenée à se prononcer. On voit que cette question devient dans le débat judiciaire pénal une question majeure. Et l'on voit bien que d'ailleurs se pose la question pour bien, tous les malfaisants de réorganiser parfois leurs actifs en prenant en considération ces mesures nouvelles que la loi française autorise. Dernier point, pour être bref, je crois que ce qu'il faut avoir aussi vraiment très présent à l'esprit, c'est que ces problématiques de constitution de patrimoines illicites, qui sont parfois d'ailleurs mêlées, et ce qui rend évidemment les mesures d'appréhension d'autant plus difficiles, généralement ces patrimoines illicites peuvent mêler du licite et de l'illicite, ce qui évidemment demande un travail d'investigation plus poussé pour être capable de discriminer tels ou tels éléments. Ce qui est important, c'est que ces questions se posent aussi bien pour la grande délinquance économique et financière que pour le crime organisé, en sachant bien évidemment que généralement les interlocuteurs, les mécanismes mis en œuvre sont communs, que ce soit l'argent de la corruption ou l'argent des trafics internationaux de produits stupéfiants, d'armes ou d'êtres humains. On retrouve, bon an, mal an, les mêmes constructions, les mêmes constructions juridiques, les mêmes constructions sociétaires, et donc la même ingénierie juridique et comptable. Alors le rapport d'activité 2013 de Tracfin a été publié très récemment. Les chiffres qui nous sont indiqués révèlent que 25 579 déclarations ont été faites en 2013. Il faut rappeler qu'en 2009, il y en avait 16 361, donc une augmentation qui est quand même notable. Et parmi ces déclarations, pour les professions non financières, il y a 1858 déclarations. Alors 970 pour les notaires, 18 pour les huissiers et 6 pour les avocats. Vous avez autour de cette table ronde un notaire, 2 avocats. Est-ce que vous pouvez effectivement nous rappeler les obligations qui pèsent sur les professionnels en matière de déclaration Tracfin? Alors c'est un sujet évidemment qui peut susciter des réactions, mais je pense qu'il est utile effectivement de le rappeler. Bon, dans la mesure où je fais partie de l'autorité disciplinaire à Paris, dans la mesure où j'ai dirigé la commission CARPA-séquestre quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, dans la mesure où je suis au Conseil national, j'ai quelques lueurs sur le sujet. Je peux en parler sans langue de bois? L'avocat n'est pas là pour dénoncer son client. Il est dans le cadre d'une relation de confiance. Cette relation de confiance ne veut pas dire qu'il va le dénoncer. Ce n'est pas dans notre disque dur. Voilà. L'Europe ne cesse de vouloir nous imposer des obligations de dénonciation qui nous heurtent et qui nous blessent. Nous sommes contre. Nous avons des obligations, je le sais, c'est un débat dur. Nous ne sommes pas des blousons noirs, même si certains, d'une manière scandaleuse, ont considéré que des avocats d'affaires, je cite, n'étaient pas dignes de siéger à l'Assemblée nationale. Ce qui est un détournement scandaleux, je le dis. Car lorsqu'on fait une table ronde sur la fraude en droit des affaires, il est
parfois tentant d'imaginer que les avocats sont des vecteurs de la fraude. Alors disons-le clairement, si, lorsqu'il y a des tentatives de faire passer des textes au pénal disant qu'un avocat, je le dis d'autant mieux que je ne suis pas fiscaliste, que l'avocat qui conseille un montage fiscal, d'optimisation fiscale, est susceptible d'être impliqué dans un délit pénal parce qu'il a donné un conseil sur un schéma légal, ça n'est pas passé loin. Je dis que cette façon de faire ne nous convient pas. Voilà. Jeter l'anathème avec une notion de fraude. Auparavant, la fraude, c'était la Colombie, les gens qui étaient à Medellín. Et puis un jour, on a dit la fraude fiscale aussi. Puis la fraude fiscale, ça commence avec 100 €. Et puis si on ne déclare pas, eh bien tout ça, c'est pareil. Voilà, je ne vais pas refaire les textes. Je dis qu'il faut se méfier de l'affolement par la fraude, qui est instrumentalisée pour des raisons politiques. Alors, faisons le point rapidement. Nous sommes soumis à des obligations déontologiques strictes. Nous les appliquons. Nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas les complices de nos clients. Nous les dissuadons de faire quelque chose. Lorsqu'il y a un schéma louche, nous n'y allons pas. Nous avons à Paris créé, à la CARPA, des règles d'une extrême rigueur sur le contrôle de l'origine des fonds. Ça ne veut pas dire que nous sommes laxistes, ça ne veut pas dire que nous sommes, comme certains le laissent entendre, pour mieux nous instrumentaliser. Non, nous ne faisons pas n'importe quoi, nous ne descendons pas du singe. Non. Nous avons une déontologie, que je ne veux pas rappeler ici, qui est exigeante et qui est sanctionnée. Et je peux vous dire que quand un avocat déraille, il est puni et le procureur général demande également qu'on exerce des poursuites disciplinaires contre lui. Et quand c'est du pénal, eh bien, il est poursuivi. Et très bien. Personne ne vient dire qu'un avocat doit rester impuni. Mais l'affolement par la fraude supposée, non. C'est vrai qu'il y a peu de dénonciations. Eh bien, il faut peut-être qu'on change de métier. Parce que nous, on nous a enseigné que le secret professionnel et le lien de confiance, ça comptait. Maintenant, vous me direz, et je terminerai par là, quand on écoute les conversations entre un avocat et son bâtonnier, et qu'on dit que c'est très bien, effectivement, allons-y, allons-y. Maître Daman, vous avez une réaction sur ce sujet? Non, c'est un peu trop, ça va. Bon. Ça suffit. Voilà. Bon, alors, loin de nous l'idée d'instrumentaliser, bien évidemment, les avocats d'affaires. Je vais peut-être demander quand même à Monsieur Robert donc, son avis de magistrat, puisqu'effectivement, il y a les professionnels qui sont amenés à appliquer ces dispositions. Bon, les avocats, les notaires le font aussi, et on est tenu au secret professionnel, effectivement, comme vous. Évidemment, on ne fait pas des déclarations n'importe quand et n'importe comment. Il faut vraiment qu'il y ait, je dirais, un faisceau de présomption qui nous laisse penser que, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'illicite derrière les investissements qui sont réalisés par notre intermédiaire. Alors, Monsieur Robert, je vous laisse le dernier mot sur ce sujet. Merci, maître. Oh, je ne veux pas faire de polémique, c'est-à-dire... mais non, mais pas du tout. Mais je n'ai pas pris contre moi, mais simplement simplement rappeler dans quel cadre ces textes ont été adoptés. Ce sont des directives européennes qui sont transposées. Ce sont des directives européennes, d'ailleurs on en était à la 3e, il y en a une 4e qui est en cours de préparation. Donc il semble que les organes de l'Union européenne maintiennent cette volonté de densifier donc, le dispositif de détection de l'argent sale. Alors on peut l'apprécier comme on veut en trouvant qu'on est dans un mouvement un peu paranoïde ou voire même paranoïaque. Bon, en tout cas, c'est une tendance forte et ce que je note, c'est que toutes les voies de recours qui ont été engagées, que ce soit devant les juridictions nationales ou les juridictions internationales, et en particulier la toute dernière en date que je m'étais fait un plaisir de commenter d'ailleurs dans une revue, l'arrêt Michaud contre France de la Cour de justice des communautés européennes, des droits de l'homme, pardon, la Cour européenne des droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme, donc a reconnu que en l'état,
la loi française telle qu'elle découle par l'ordonnance de 2009, de janvier 2009, de la transposition donc de la 3e directive, ne violait pas donc les articles 6 et les articles 8 de la Convention européenne. Ce qui me paraît plus important pour ce qui me concerne, c'est que vous ayez à l'esprit, au regard de ce que je vous ai dit sur cette préoccupation de l'appréhension des éléments d'actifs donc frauduleux tels que peuvent se les constituer par leur profit illicite les criminels, c'est que vous ayez à l'esprit que le juge pénal aujourd'hui appréhende cette question patrimoniale dans tout type de délinquance au regard systématiquement de l'infraction de blanchiment. C'est-à-dire que vous n'avez plus aujourd'hui, et de toute façon, vous ne pouvez valablement faire de l'identification d'avoirs criminels, qui la plupart du temps ont connu une phase de blanchiment parce que l'on vise évidemment à la dissimulation du produit, sans qu'il y ait une enquête pour le blanchiment de ces produits. Donc ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le juge pénal, quand on s'affronte à des activités criminelles qu'elle relève donc, et je le répète parce que c'est un point important, de ce point de vue-là, les démarches conduites sont les mêmes et généralement les services d'enquête que nous sollicitons sont les mêmes. Que ce soit donc la grande délinquance financière ou la grande criminalité organisée, eh bien nous appréhendons les dossiers toujours systématiquement avec un volet blanchiment. Ce qui veut dire qu'au-delà de la question déclarative, qui est une question qui peut se poser, bien évidemment, alors je ne reviendrai pas sur ces commentaires, parce que sur les chiffres, dans une vie antérieure, j'ai exercé au sein de Tracfin. Donc, vous savez, c'est une question que j'ai eu à traiter. Pendant 3 ans, j'ai été détaché au sein de Tracfin, justement au moment de la transposition de la 3e directive. Donc, j'ai travaillé, évidemment, à la fois, alors ce qui est un peu triste, plus avec Bercy qu'avec la chancellerie, pour reprendre un peu la situation dans laquelle, effectivement, les rapports ministériels peuvent se construire dans ce pays. Mais en tout cas, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que au-delà de ces questions déclaratives, de l'information que collecte Tracfin, et qui est un point important dans le dispositif des flux financiers illicites, c'est que le juge pénal, quelle que soit la source de son information, qu'il parte donc soit d'une question d'identification de flux financiers qui sont suspects, qui donc amènent à se poser des questions sur une origine frauduleuse, ou qu'il parte d'une activité criminelle caractérisé et qu'il se pose nécessairement la question de « mais comment cela est-il blanchi ?», le juge pénal revient toujours à cette question et que la plupart du temps, alors il ne s'agit pas pour moi de faire le grand mistigris ou le juge du fond avec béret et mitraillette, hein, c'est ni béret ni mitraillette. D'ailleurs, je n'ai pas du tout été formé dans une école, je ne suis pas passé par Saint-Cyr Quidan, mais je vous le rassure par l'École nationale de la magistrature. Ce qui est certain, c'est que nous avons, dans cette démarche, nous avons aujourd'hui une volonté commune et farouche de déterminer les instruments de blanchiment et dès lors, bien évidemment, après les instruments, les acteurs du blanchiment. Et il ne s'agit pas là de faire le grand mistigris ou le grand méchant loup, et la plupart du temps se pose à nous la question de responsabilité de professionnels, que ce soit des banquiers, des notaires, des avocats, voilà. Et donc cette question, non pas la question de l'obligation déclarative, mais bien par l'activité de recherche dans le cadre d'enquête répressive, la question se pose lorsque nous sommes confrontés donc à certains mécanismes d'ingénierie, que ce soit d'ailleurs des professionnels installés en France ou à l'étranger. Et dans beaucoup d'affaires, de toute façon, et vous le savez, quand elles ont une dimension d'un certain niveau, on est amené à solliciter la coopération internationale puisque nous sommes en présence de mécanismes qui sont totalement globalisés. Voilà, alors il y aurait évidemment beaucoup à dire encore sur le sujet. Je l'avais dit dès l'introduction que c'était un vaste sujet. Malheureusement, le temps nous est compté. Je vais donc remercier les intervenants de cette table ronde pour la clarté de leurs exposés, leurs échanges aussi, qui ont été très intéressants. Et puis, vous remercier tous de votre attention. Merci.